Bon, je lance l'enregistrement. On dirait que le sujet du jour, c'est les tigres et les crocodiles. Est-ce qu'on va parler de combat d'animaux? Ok, j'arrête avec les questions. Je suis sûr que tu nous as encore préparé quelque chose d'extra. Allez, donne-moi au moins un indice. Alors comme ça, les crocodiles ont un point faible. Et les tigres le connaissent. Ça, c'est inattendu. Vous avez déjà entendu parler de Genghis le tigre? Probablement pas, mais en matière de tigre, ce prédateur est dans la catégorie légendaire. Pas parce que c'est une sorte de créature mythique. Non, Genghis était bien réel. Simplement, il volait au crocodile tout ce qui lui plaisait. Il grognait et feulait, il se précipitait dans l'eau en donnant de grands coups avec ses pattes avant, et il parvenait à arracher presque n'importe quelle proie de la gueule de l'un ou l'autre reptile. Imaginez s'emparer de quelque chose dans la gueule d'un crocodile. Ça demande une certaine force. Genghis s'attaquait même à de très gros individus, bien plus grands que lui, mais il les dominait quand même. On pense que ce prédateur passait beaucoup de temps sur les rives du lac et qu'il tuait régulièrement des crocodiles locaux. Enfin, du moins, il volait leur nourriture. Pour être honnête, lorsque Steve m'a raconté l'histoire de Genghis, j'étais, disons, sceptique. Mais bien sûr, le tigre légendaire contre les crocodiles. Il est vrai que ces deux prédateurs sont en compétition les uns avec les autres, et qu'ils se battent parfois jusqu'à la mort. C'est très simple, si un animal meurt de mort naturelle près de l'eau, le crocodile traîne la carcasse dans l'eau. Mais un tigre ne renonce jamais à une proie, même si c'est pas la sienne. Et c'est ainsi que les combats ont lieu. Peu importe la taille du crocodile, quand bien même il mesurerait 4 mètres de long, le tigre sait exactement où frapper. Car même des monstres apparemment invulnérables comme les crocodiles ont un point faible. Et les tigres l'ont trouvé. Quand on observe un crocodile, avec son armure et sa peau hérissée de pointes, il semble impossible de le mordre. Couteaux, flèches et parfois même balles échouent à percer sa peau. Pour y parvenir, il faut savoir où et comment mordre. Les tigres ont de puissantes mâchoires, et lorsqu'ils attaquent, ils visent toujours le cou du crocodile. C'est l'un des endroits les plus vulnérables. Une morsure suffisamment puissante peut briser les vertèbres, provoquer une suffocation ou même endommager la carotide. Il est tout simplement impossible de se remettre d'une telle blessure. De plus, attaquer un crocodile par derrière est la stratégie la plus sûre. Il ne peut pas se retourner pour mordre en retour. D'ailleurs, d'autres félins connaissent aussi cette stratégie de chasse. Une seule morsure peut suffire à paralyser le système nerveux central, et le tour est joué. N'importe quel caïman se retrouvera complètement impuissant. Et voilà ce qui arrive quand on attaque un crocodile du mauvais côté. Il semblerait que l'avantage soit du côté des grands félins, mais même 3 lionnes en même temps ne suffisent pas à venir à bout d'un seul de ces reptiles. Il a suffisamment de force et de vitesse pour se défendre. En fait, en plus de ses mâchoires puissantes, le crocodile peut porter des coups violents avec sa queue. Sachant ça, rien d'étonnant à ce que les crocodiles n'aiment pas beaucoup les tigres. Quant à la raison de leur querelle, c'est pas la compétition pour les proies. Enfin, c'est pas la seule raison. Il faut savoir que les crocodiles rampent parfois jusqu'au rivage, surtout en été. Quand ça se produit, ils deviennent dangereux pour les petits tigres. Et bien sûr, les tigresses le savent. Alors elles attaquent les crocodiles. Il semble même qu'elles le fassent sans y être forcées, alors que l'ennemi ne menace pas les tigros. Vous savez, mieux vaut prévenir que guérir. Par exemple, une tigresse appelée Machali, qui est le tigre le plus photographié sur Terre, a tué au moins 3 crocodiles au cours de sa longue vie de 19 ans pour sauver sa progéniture. Je comprends pourquoi les crocodiles n'aiment pas beaucoup les tigres. Je pense qu'ils ne deviendront jamais non plus copains avec les jaguars. Laissez-moi d'abord clarifier quelque chose. Les crocodiles ont un visage très sensible. Ça peut paraître bizarre, mais ces reptiles sont couverts de minuscules bosses qui sont bien plus sensibles que le bout de nos doigts. De très petites bosses d'à peine 1 millimètre sont dissimulées parmi leurs écailles blindées, presque sur chacune d'entre elles. Il y a au total environ 9000 de ces capteurs qui permettent d'enregistrer les moindres fluctuations de l'eau. Quel rapport avec les jaguars? Eh bien, les jaguars sont bien conscients de la sensibilité des crocodiles. Lorsqu'ils sont dans l'eau, ils se déplacent avec une telle fluidité qu'ils ne créent aucune vague ou éclaboussure. Tous leurs capteurs ne sont d'aucune aide aux crocodiles. Entre nous, Steve, je m'attendais pas à apprendre que les crocodiles sont sensibles. Maintenant, je me demande ce qui va suivre. Tu vas peut-être me dire qu'ils ne peuvent pas voir sous l'eau? Comment ça, ils peuvent pas? C'est surprenant, mais ces prédateurs ne peuvent pas voir nettement sous l'eau. Il n'est donc pas étonnant qu'ils disposent de milliers de capteurs. Sans eux, les crocodiles se seraient éteints depuis longtemps.
car ils ne sauraient pas où se trouve leur proie. La vision de ces terribles prédateurs invincibles n'est pas si bonne. Les scientifiques ont étudié la rétine des crocodiles et ils sont arrivés à la conclusion que la vision de ces animaux est environ 6 à 7 fois inférieure à celle de l'homme. Mais si je comprends bien, il n'y a pas pour autant besoin de leur conseiller de porter des lunettes. Premièrement, essayez un peu de dire ça à un crocodile. Deuxièmement, leur vision est en fait bonne, mais à l'horizontale si je puis dire. Corrigez-moi si je me trompe. Les crocodiles sont doués pour voir l'image globale de ce qui les entoure plutôt qu'un élément spécifique situé juste devant eux, ce qui les aide à chasser. C'est la même chose chez les cerfs et les lapins, car ils doivent constamment surveiller la présence de prédateurs quand ils sont à découvert. Bon d'accord, les grands félins peuvent mordre à travers la peau des crocodiles, à l'arrière de leur cou. Ils peuvent les surprendre. Les crocodiles ont une mauvaise vue. Ça commence à faire beaucoup de points faibles, vous trouvez pas? Et c'est pas tout. Les aborigènes d'Australie ont trouvé le moyen de neutraliser les crocodiles. Sérieusement, vous savez probablement que lorsqu'un crocodile ferme la gueule, il est tout simplement impossible de desserrer ses mâchoires, en raison de ses muscles très puissants. Mais les muscles responsables de l'ouverture de la gueule sont assez faibles. Le crocodile, selon son espèce, a besoin d'une certaine température corporelle pour se sentir bien. Pour réguler sa température, il rampe sur le rivage où il se réchauffe ou se refroidit. Durant ces moments, le prédateur est généralement très détendu, et si sa température est basse, ses réactions sont moins vives. Les aborigènes d'Australie ont appris à profiter de ces moments de repos pour attaquer. Ils s'élancent rapidement vers le crocodile par derrière et lui attachent la gueule. Et les crocodiles ont encore d'autres points faibles. Les tigres sont probablement pas au courant, mais si on enfonce ses doigts dans les narines d'un crocodile, le reptile ouvrira ses mâchoires. Juliana Ossa, 10 ans, a utilisé cette astuce lorsqu'un prédateur s'est approché d'elle en eau peu profonde et l'a attrapée par la jambe. Cette petite fille incroyablement courageuse a d'abord frappé l'alligator au front, puis elle lui a littéralement enfoncé 2 doigts dans les narines, et elle a survécu à l'attaque. Bien sûr, les crocodiles ont aussi des atouts dans leurs manches. Sans eux, ils n'auraient pas survécu aussi longtemps. Après tout, bien avant les tigres, les jaguars et les jeunes filles intrépides, il existait déjà les requins, et les crocodiles avaient appris à les maîtriser. Car les requins aussi ont un point faible. C'est leurs dents. C'est une arme mortelle. Mais il faut un certain temps pour que les dents deviennent vraiment dangereuses. Prenons par exemple le grand requin blanc, la plus célèbre et la plus effrayante de toutes les espèces de requins. Si un grand requin blanc ne mesure pas au moins 3 mètres de long, c'est que c'est un adolescent. Un adolescent très impressionnant, avec une énorme gueule, et des mâchoires faibles. Et bien sûr, des dents faibles. Si faibles qu'un requin adolescent ne peut même pas venir à bout d'un phoque. Il est tout simplement incapable de détacher un morceau de sa proie. Il doit donc se contenter de menus fretins. Tant qu'il est en pleine croissance, un requin ne peut pas faire grand-chose face à un crocodile. Or, les alligators d'Amérique mangent volontiers tout ce qu'ils croisent et qui ne se défend pas trop, y compris les petits requins. En fait, les requins ont toujours été au menu des reptiles. Et vice-versa, ils s'attaquent les uns aux autres depuis quoi? 200 millions d'années? Ça laisse le temps de découvrir tous les points faibles de l'ennemi. Un requin ne peut évidemment pas pincer les narines d'un crocodile. A l'inverse, ce dernier sait quoi faire. Il doit tirer le prédateur en arrière et le requin suffoquera. Ça a l'air complètement absurde. Un requin suffoque s'il nage à reculons. C'est quoi ce délire? Pourtant c'est vrai. La forme des nageoires du requin et la structure de ses branchies rendent tout mouvement en arrière mortel. Dans un tel cas, l'eau pénètre dans les branchies du mauvais côté, le processus respiratoire est perturbé et ça entraîne la mort. Il fut un temps où les pêcheurs utilisaient même ce bug pour pêcher le requin. Vous savez ce qui est encore plus étrange? Si un grand requin blanc s'arrête de nager, il meurt. S'il s'arrête, il suffoque. Là encore, à cause de ses branchies. Certains requins ont appris à aspirer l'eau, un peu comme à l'aide d'une paille, en sirotant. Bon, c'est pas la meilleure analogie possible. Mais le grand requin blanc n'a pas développé les muscles nécessaires au cours de son évolution. Il doit donc se déplacer constamment la gueule ouverte pour que l'eau puisse entrer et ressortir par les branchies. S'il s'arrête, il est mort. J'arrive pas à croire que j'imaginais qu'être un requin était cool. Et vous vous dites peut-être la même chose que Steve quand on a discuté du scénario, lui et moi. Si le grand requin blanc ne peut pas respirer quand il s'arrête, il fait comment pour dormir? Il s'avère qu'il dort en nageant. Il ralentit mais continue de se déplacer dans un état de transe. Et je dois dire que c'est tout aussi effrayant que l'idée d'un requin blanc qui ne dort pas. Ça fait aucune différence.
Et maintenant... En fait non, laissez-moi vous raconter une autre histoire à la place. Depuis plus de 15 ans, les scientifiques étudient les grands requins blancs au large de la Californie, en leur posant des balises électroniques pour suivre leurs mouvements. En 2009, l'équipe a marqué 17 requins blancs et elle les a suivis pendant plusieurs mois. Les requins se portaient bien, ils nageaient autour de l'île Farallon du sud-est en se régalant d'éléphants de mer. Mais un jour, les chercheurs ont découvert que ces 17 requins avaient tout simplement disparu. Les relevés indiquaient clairement que tous les requins s'étaient évaporés en l'espace de 8 heures. Ils s'étaient enfuis, alors qu'ils profitaient là d'excellentes conditions de vie, qu'ils disposaient de beaucoup de nourriture. Il leur était arrivé quoi? Des orques. Voilà ce qui leur était arrivé. Plus tard, les scientifiques ont remarqué que les grands requins blancs s'éloignaient immédiatement dès que des orques approchaient. C'est dire à quel point elles sont terrifiantes. Pourtant, pour la plupart des gens, les orques semblent beaucoup plus amicales que les requins blancs. Elles ressemblent à des dauphins noirs et blancs, mais plus grands. Mais il s'agit en fait de prédateurs sociaux incroyablement intelligents et qui sont si doués pour chasser qu'ils peuvent mettre en place différentes stratégies pour des proies différentes. Et les grands requins blancs ne font pas exception. Ils ont une faiblesse que les orques connaissent bien. Dès qu'on retourne un requin, il se retrouve paralysé. Cet état est également appelé thanatose. Dans cet état, on peut faire ce qu'on veut d'un requin. Les orques, elles, préfèrent manger son foie. Oui, mais elles sont assez difficiles. Le foie du grand requin blanc peut représenter un quart de son poids et il contient plus de graisse et d'huile que le lard de baleine. Les scientifiques considèrent même que le foie du requin blanc est l'une des sources de calories les plus riches que l'on puisse trouver dans l'océan. Et les orques le savent. De plus, elles savent exactement où se trouve le foie. Ainsi, au lieu de déchiqueter leur proie comme le ferait tout autre prédateur, les orques peuvent extraire l'organe souhaité avec une étonnante dextérité. Et tout ça sans posséder de main ni de scalpel. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas été en mesure de comprendre exactement comment font les orques. Mais pour être honnête, je suis pas sûr de vouloir savoir. Quelque chose me dit que c'est pas bien ragoûtant. À plus.